Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Le ressenti de mission du chaser. Alors cette vidéo est importante puisque ce point clé est donc forcément un des points fondamentaux du parcours d'IFJ, en tout cas de la perception du chaser. Puisque très souvent, alors depuis près de 4 ans que je fais du coaching FJ, j'entends cette histoire de mission, alors prononcée ou verbalisée de manière différente, c'est-à-dire c'est la source qui m'a mis cette personne sur ma route, c'était programmé que, c'était voulu que, c'est ma mission, quête, objectif, bref, on se sent guidé, euh, poussé dans cette relation comme ayant quelque chose à faire. Donc on va garder le mot mission. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Chaque fois que j'ai ces personnes-là qui me disent ce genre d'idées-là, mais avec leurs propres mots, moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est de prendre un peu la pelote de laine, tu vois, tu tires un peu sur le fil pour un peu dénouer tout ça et puis voir jusqu'où ça va. Et ce qui est intéressant, c'est voici ce que je constate dans plus de 90% des cas. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont ce ressenti. C'est-à-dire qu'ils constatent bien avoir ce ressenti, être persuadés que c'est vrai qu'il y a une mission divine, qu'il y a un truc, que c'est la source qui a voulu et tout, mais ils ne savent pas pourquoi il y a ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés creuser sous la couche, derrière la couche, parce qu'il y a encore une couche, et sous la couche, il y a encore une couche, ou la pile de couches, tu vois. Et c'est dommage parce qu'en faisant ça, en fait, en tirant la pelote de laine, bah, t'arriverais, donc un petit peu comme les wagons d'un train, bah, jusqu'au premier wagon. Et en fait, ça te fait faire quoi? Bah, ça te fait chercher dans les raisons de ton mental ego inconscient. Et ce qui est dommage, c'est qu'en faisant ça, eh ben, tu trouverais la réponse à pourquoi tu as ce ressenti si puissant, si perçant, si clair, si intense, que l'autre c'est ton autre, que c'est ta mission, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que une fois que tu as trouvé ce noyau, on va l'appeler comme ça, et que ce noyau, tu lui permets de s'en aller, tu lui permets de se dissoudre, de se désagréger, bref, de se désensibiliser ou de modifier ou de déprogrammer, t'appelles ça comme tu veux, eh ben ce ressenti de mission disparaît de lui-même. Alors bien sûr, dit comme ça paraît simple et ça demande un certain travail sur soi, donc aussi une certaine volonté d'avoir envie de regarder les couches ou les couches ou les couches jusqu'à arriver à ce fameux noyau dur, donc de lignes de code, de croyances, de programmation. Et ce qui veut dire que s'engager sur ce terrain-là, c'est aussi envisager l'autre versant de l'histoire, c'est-à-dire et si tout ça, c'était pas du divin, de la source qu'a voulu, etc., puisque ça c'est la version spirituelle qui fait plaisir à tout le monde, mais et si c'était pas ça et que c'était autre chose? Le problème, c'est qu'envisager, si c'était pas ça, c'était autre chose, au début, t'as pas trop envie de l'envisager parce que ça va te faire aller sur des chemins qui te proposent pas la même finalité. Tout comme un fumeur qui est au taquet de croire que fumer lui sauve la vie, quand techniquement ça lui défonce son portefeuille et aussi sa santé, il n'a pas envie d'entendre que être libéré de la cigarette, c'est ça ton saint graal en fait, hein, pour être pleinement dans le bien-être, respirer pleinement, etc. Pour lui, si c'est inscrit dans l'inconscient que ça apporte de la compagnie ou que ça te sauve la vie, pour lui c'est vachement bien de fumer, donc envisager l'arrêt du tabac, c'est inenvisageable. Et d'ailleurs, moi j'ai été fumeur, donc c'est trop marrant, dès qu'il y a quelqu'un qui te dit non mais pourquoi t'arrêtes pas de fumer, j'arrête de fumer quand je veux quoi. Alors pourquoi t'arrêtes pas maintenant? Parce que je fais ce que je veux quand je veux. Ça te donne une impression de contrôle, mais en fait, dans les faits, au moment où tu réponds, tu sais très bien que là, maintenant, tout de suite, t'es mort, hein. Non, t'es mort. T'arriveras pas à filmer maintenant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est mort, tu vois. Parce qu'au fond, une fraction de seconde, t'as entendu dans ta tête, ouh là là là, ma vie, ça va être de la merde si j'arrête de fumer. Bref, donc tu te sens pas capacité d'arrêter, mais tu prétends que tu peux. Bref. Donc, alors que plus tard, tu vois, quand tu commences à en avoir marre, ça te coûte une blinde, t'arrêtes pas de tousser, arrive le fameux moment, ce que je dis sur mon blog pour le chaser, quand le chaser il en a marre d'en avoir marre de ce parcours, là il commence à envisager donc une autre voie. Le fumeur ça va être pareil et ça peut arriver de la même façon sur tout un tas d'habitudes dans notre vie. Mais la question c'est est-ce que je vais attendre passivement d'arriver jusqu'à ce jour où j'en ai marre d'en avoir marre, qui peut être demain comme dans 6 mois, comme dans 15 ans, ou est-ce que je vais faire un choix conscient de dire attends, et si je me pose 2 secondes sur un banc là, ça fait 6 mois que cette relation c'est un bordel atomique. J'arrête pas de prendre cher dans ma tête. Est-ce qu'à un moment donné, ça vaut pas le coup que consciemment, éveil de conscience, je choisisse de regarder un petit peu ce que j'ai sous le capot et de me dire, mais attends, il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Et c'est ce qu'on va commencer à faire là maintenant. Ce ressenti de mission du chaser, en fait, voici ce qui se passe. Je pose toujours un petit peu cette question-là, c'est-à-dire que quand je suis en coaching avec des clients, je leur dis, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vois, ton facteur, on va dire, tu le vois tous les jours et tout,
bah, t'en as un peu rien à foutre, quoi. C'est une personne comme une autre. Par contre, là, d'un coup, waouh, ta flamme jumelle, c'est de l'ordre de la mission divine, de la source qui est intervenue, bref, d'un truc programmé, destiné et tout. Je dis, qu'est-ce qui fait que, dans un cas, le facteur, rien du tout, et de l'autre, ah ouais, c'est tout de suite, c'est du divin, on classe ça dans le spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que les gens reconnaissent ça, que tout de suite, ils classent le runner, ou cette relation, ou cette dynamique, dans quelque chose de spirituel, de divin, etc. Mais quand je leur dis, mais pourquoi ce choix a été fait? Puisque tiroir de gauche, le facteur, c'est-à-dire personne lambda, on s'en fout. Et puis tiroir de droite, ben, relation divine. Je dis, ben, ça c'est bien le constat qu'on a aujourd'hui. La personne me dit, ah oui, 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 non, mais c'est ça, quoi. Je dis, ok. Donc ça, c'est le résultat. Pourquoi il y a ce résultat? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, qu'est-ce qui s'est passé comme processus de pensée qui fait que on arrive à ce résultat de catégorisation, l'un à gauche et l'autre à droite? Et la personne me dit, bah, comme tout le monde, bah, je sais pas. Je dis, bah, je sais pas n'est pas une réponse à cette étape. Tu peux dire, je ne sais pas encore, parce que si ce choix a été fait, si c'est le résultat de processus de pensée, c'est qu'il y a des raisons, et ces raisons, elles sont en toi, donc tu les connais. Il faut juste ouvrir la porte. Et donc, du coup, en creusant un petit peu, la personne commence à essayer de regarder, de mettre, tu sais, un peu comme le jeu des 7 erreurs, tu sais, quand tu avais deux dessins, et le but c'était de trouver bah, les erreurs qu'il n'y avait pas à gauche, etc. Commence à faire la différence entre bah, le facteur, voilà, je le rencontre, on papote, mais il se passe rien de spécifique en moi. Je dis, ah, bah là c'est bien. Commence par creuser sur ce côté-là. Je dis, donc qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui s'est passé entre bah, l'autre? C'est le sentiment d'évidence, donc l'intensité émotionnelle, l'intensité de ce que je vis, ok? Et je lui dis, ok, bah voilà, ça c'est le premier critère. C'est-à-dire que pourquoi on met l'autre dans du divin, etc. Parce que on détecte des ressentis, des perceptions intérieures qui arrivent, soit jamais, soit elles n'étaient jamais arrivées auparavant, soit c'est extrêmement rare, et l'intensité de celle-ci. Donc c'est la rareté d'un phénomène, d'un événement, en l'occurrence ici intérieur, plus l'intensité de celui-ci. Je dis, mais ça, c'est un raisonnement juste logique, c'est un processus de pensée logique, de dire, bah finalement, ça arrive jamais, donc c'est rare, ce qui est rare et cher, hein, et c'est intense. Donc, alors, c'est de l'ordre du différent, donc du spirituel, etc. Donc évidemment, il y a ça aussi, puis les phénomènes énergétiques, puis toute la dynamique qui va se passer derrière, qui fait qu'on va le classer dans ce tiroir-là. Mais je dis, mais ça c'est juste un raisonnement logique, en fait, logique, pardon, hein, c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Je dis, mais regarde, ça c'est, on va dire, la première couche. Avec le facteur, c'est pas rien de spécifique, donc on s'en tape. Pourtant, je vous dis, mais le facteur, c'est une âme, hein, comme toi, comme moi. Elle n'est pas meilleure que la nôtre, elle n'est pas moins bien que la nôtre. C'est une personne comme une autre, qui est une âme à part entière, a priori. Hein. Et puis, bah, ton runner aussi, ou ta runneuse aussi, bah, c'est une âme aussi, elle n'est pas mieux que la tienne, ou pas moins bien que la tienne, c'est une âme aussi, à part entière, a priori. Donc en fait, on est tous plus ou moins égaux, enfin voilà, quoi, on est tous des âmes, quoi. Et pourtant, il y en a une, on classe dans le, on s'en fout, quoi. Et puis l'autre, ah ouais, truc de fou. Je lui dis, ok, premier critère, la rareté et l'intensité des phénomènes qui sont vécus. Je lui dis maintenant que tu as ça, qu'est-ce qui fait que donc la rareté et l'intensité, suite à cette rencontre, soient si importants pour toi? Qu'est-ce qui fait que d'un coup on va mettre ça dans mission divine? Alors évidemment, on retombe sur un je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi te dire, ou je ne comprends pas la question, ce qui est tout à fait des réponses au début normales. Et du coup, on creuse un peu, puisque l'idée c'est d'aller trouver, puisque si ces ressentis sont là, bah, c'est qu'en amont, il y a eu des processus de pensée, donc il y a les réponses. Hein. Si tu as une clé dans ta maison, c'est que ça ouvre quelque chose, une porte, un tiroir, une voiture, enfin voilà quoi. Hein. Si tu as la clé, tu as forcément, ou tu as eu forcément l'objet correspondant derrière. Et donc en fait, voici ce qui se passe. Je lui dis, bah regarde, pourquoi cette relation, donc dite flamme jumelle, elle est. Alors elle produit des ressentis uniques et intenses. Je lui dis, mais avant d'aller chercher tout de suite dans le spirituel, c'est-à-dire en gros, comme je ne sais pas, il me faut une réponse, donc je vais taper tout de suite dans le spirituel, et surtout du New Age, avec des réponses, excuse-moi de le dire, mais à deux balles, qui sont des réponses à l'emporte-pièce et des réponses hyper faciles, ah bah c'est la source qui a voulu que, c'est la source qui machin, etc. Je dis, avant de partir très très loin à l'autre bout de l'univers, juste regarde en toi du côté de l'enfance. Là c'est moins sexy, ça fait déjà un peu plus chier, parce que ça veut dire, ah, faut que je regarde dans un tiroir où je vais trouver des réponses. Mais ça m'arrange pas, parce que trouver des réponses veut dire qu'après je m'y confonde, si je m'y confonde, du coup il va falloir que je fasse des choix. Et choix dans lesquels j'ai 100% du contrôle. Alors que quand je dis que la source c'est elle qui a voulu, bah c'est pas moi qui ai voulu, c'est la source. Donc du coup ce qui m'arrive, ça tombe bien, ça me permet de me déresponsabiliser parce que du coup, c'est pas moi qui ai la main sur la volonté de la source. Tu vois. Donc là, elle me demande d'aller regarder dans l'enfance. Putain,
putain, fais chier, putain, pourquoi j'ai pas ce coaching, quoi, ça saoule, là. Tu vois, j'ai- je le fais un peu en mode théâtral, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter d'aller vraiment chercher des réponses, ou en tout cas une partie des réponses qu'on a déjà en nous, et sur lesquelles on a 100% la main, 100% de contrôle, on va squeezer cette partie-là, qui nous arrange pas pour aller tout de suite s'attacher à des réponses entre guillemets spirituelles, qui viennent donc apporter une réponse, mais pas vraiment. La preuve, tu regardes encore des vidéos UJ tous les jours. Et donc, voici où on arrive. Je dis, regarde, t'as ton facteur à gauche, t'en as rien à faire. Par contre, à droite, t'as la flamme jumelle, et là, waouh, ça prend des proportions de ouf, t'es sûr d'être une mission, etc. Et je dis, en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, ce que j'avais déjà expliqué dans l'article La réponse traumatique, euh, qui est sur mon blog, je t'invite à aller regarder, donc dans les articles flamme jumelle. Je dis, en fait, ce qui se passe, c'est que le facteur, c'est une âme, ton runner, c'est une âme. La seule différence qui est entre les deux est ce qui va monter en toi, ce qui va se déclencher en toi quand tu rencontres cette personne. Donc des ressentis uniques et intenses. Et là, sur la base de ces deux paramètres-là, on va dire que ça c'est le point de départ, alors s'enclenche un certain nombre de processus de pensée chez toi, s'enclenche tout un tas de choses, qui est en fait une réponse traumatique. C'est juste que cette personne-là, quand tu vas commencer justement à faire ce que tu voulais pas trop faire avant, c'est-à-dire à regarder au niveau de l'enfance, qu'est-ce que j'ai vécu avec les parents, comment les parents m'ont traité, qu'est-ce que je voulais de mes parents, comment ils ont répondu à ça, qu'est-ce que j'ai dû faire, et tu commences à tout mettre sur la table, c'est-à-dire à prendre tous tes sacs à dos que tu as en toi, prendre tout le contenu et étaler ça sur la table, tu vas faire oh mon dieu, bah, en fait ma flamme jumelle, alors, je fais très blanc, très noir bien évidemment, et ben c'est mon père et ma mère réunis en une seule et même personne. Mon inconscient, quand j'ai rencontré cette personne-là, a reconnu que cette personne-là, j'allais pouvoir revivre de manière intense des schémas du passé. Cette personne est donc la réponse à nos traumas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'évidence, ce sentiment de mission, que je suis porté, guidé, parce que oui, effectivement, c'est ton inconscient qui, d'un coup, bah, il allumait le moteur de la caisse, et comme dans Fast and Furious, il appuie sur la nitro. Donc là, ta voiture, même ta voiture, elle peut décoller pour aller dans l'espace. Hein. Elle était chaud patate. Et donc, du coup, quand tu rencontres l'autre et que tu as ces sentiments uniques, parce que c'est pas toujours que tu rencontres une personne qui va être le contenant de tes lignes de code, donc de réponses traumatiques à l'intérieur de toi, c'est-à-dire une personne qui, par son contenu, dans son inconscient, ses comportements, etc., bref, sa psychologie, va pouvoir appuyer autant de boutons en toi ou réveiller autant de schémas du passé, eh ben, c'est pas tous les jours, donc ça reste quand même assez rare, donc assez unique. Et puis, plus cette personne est en capacité de ça, plus ça va appuyer sur la nitro en toi à l'intérieur. Tu vois, c'est un petit peu comme par exemple, tu joues à l'euro million, tu gagnes 4 euros, bah c'est sympa, mais t'en fous un peu, tu vois. Par contre, tu gagnes 5 millions, c'est pas la même réponse émotionnelle, tu vois. Je pense qu'on est d'accord, tu vois. À mon avis, tu vas faire oh chérie, oh bah on a gagné 25 millions l'euro million, c'est un petit peu étonnant. À mon avis, je pense pas que ce soit ta première réaction, tu vois. Bah, c'est un peu le même principe. Et donc, du coup, voici ce qui se passe. Là, on se sent investi d'une mission, etc. Alors, je le fais en mode raccourci, je rentre pas par toutes les subtilités, mais c'est pour te montrer un petit peu les grandes lignes. On rentre dans une mission, une quête. Pourquoi? Parce qu'on revit une quête du passé qui est, entre autres, parce qu'il y a d'autres réponses, mais on va s'arrêter sur le plus facile à comprendre. Parce que sinon, moi, je me perds aussi dans les vidéos, parce que j'ai tellement de trucs à dire que sinon, ça va être le bordel. On revient donc à notre relation avec nos parents. Alors, j'ai marqué parents inconsistants. Et quand tu commences à regarder ton enfance avec tes parents, c'est-à-dire que quand t'es gamin, t'as des envies ou des besoins naturels, tu sais, d'être connu, d'être aimé, caressé, écouté, bref, d'avoir de l'affection, etc. Enfin, il y a des besoins normaux de l'être humain. Et le truc, c'est que dans l'enfance, bah, ça, c'est un petit peu l'eau aussi de tous les enfants, forcément, mais à différents degrés. Mais c'est vrai que chez les c'est hyper marqué. C'est-à-dire, ben, on va se rendre compte, en tout cas, c'est ce que je vois, moi, de la part de tous les gens que j'ai en coaching, on retrouve ces grandes lignes-là. C'est-à-dire que on, on a des besoins à l'époque, à l'enfance, et puis ils sont pas, ils sont pas nourris. Mais pour qu'ils soient nourris, ça va dépendre, donc conditionnellement, de papa-maman. C'est-à-dire, tu as eu 12 à l'école, ton père il te fait la gueule. Donc du coup, tu n'auras pas de câlin, c'est mort. Du coup, tu n'auras pas de félicitations, c'est mort. Pourtant, toi, tu as peut-être cravaché pour avoir ton 12, mais on s'en fout, l'autre il fait la gueule. Du coup, si tu veux pas qu'il fasse la gueule, va falloir augmenter. Hein. Il t'a demandé un 15, donc si tu veux un petit merci entre deux bouchées de pain, va falloir que tu aies un 15. Tu vois, c'est très toujours comme ça. En fait, pour avoir l'amour des parents, va falloir que tu répondes à leurs exigences, à leur finalement leur mode de fonctionnement, et tu deviens ce qu'on appelle Bob le constructeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va déployer beaucoup d'efforts pour faire en sorte que tu obtiennes ce que tu veux.
Et voici ce qui se passe. Dans cet exemple-là, on va s'arrêter sur le père, mais c'est pareil peut-être avec la mère, alors évidemment, ou avec les deux, ou avec l'un ou l'autre, ça va dépendre de chaque histoire, mais tu vois le principe. On est face à, on va dire, des parents qui sont de type 1. Donc t'as 12, ils te font la gueule. Si tu réponds à un 15 parce que c'est ce qu'ils veulent, du coup, bah t'as B. C'est-à-dire, ils te reconnaissent, ils t'aiment bien, ils te font une caresse sur, sur la nuque ou un truc comme ça, tu vois, une petite tape dans le dos, etc. Et donc toi, en fait, tu vas rentrer dans Bob le constructeur, c'est-à-dire déployer beaucoup d'efforts pour qu'ils te reconnaissent à ta juste valeur, chose qu'ils ne font pas. Puisqu'ils ne te reconnaissent pas tel que tu es, pour qu'ils te reconnaissent, il faut que tu sois ce que tu n'es pas. Il faut que tu sois plus performant, plus ceci ou plus cela, en fonction de leurs désirs. Et donc, tu vas être constamment dans une quête, une mission qui va s'inscrire dans ton inconscient, puisque ton inconscient, c'est un caméraman, il filme tout en fait. Et donc, tout ce qui va être répétitif, ça va commencer à s'inscrire. Et donc, du coup, va s'inscrire quoi? Pour avoir l'amour, la reconnaissance, l'affection d'une personne qui m'est chère ou d'une personne qui peut répondre à mes besoins, il va falloir que je bombarde. Il va falloir que je cours. Il va falloir que je chase. Il va falloir que je fasse ceci, cela. Pour prouver mon amour, pour prouver que je vaux, pour prouver ceci, pour prouver cela. Bob le constructeur. Et ça, quand tu regardes avec ton runner, c'est exactement ce que le chaser il fait. Et regarde ce qui se passe. Ça veut dire que quand tu es dans l'enfance, alors ça c'est un des paramètres, attention, parce qu'il y a d'autres paramètres derrière. Ça c'est, je suis face à des parents qui sont A, et je cherche à travailler, à être performant, à ceci, cela, pour les faire changer en B. Des gens qui sont capables de me reconnaître, parce que je sais que j'ai de la valeur, mais en même temps j'ai besoin de leur validation. Et ils ne me valident pas, puisque j'ai eu un 12, et donc il faudrait que j'ai un 15. Donc c'est à moi de changer pour avoir de eux ce que je voudrais. Donc il y a d'un côté, tu vas avoir envie de changer toi, de passer on va dire de 12 à 15. Donc à 12 ils te font la gueule, à 15 ils te font un sourire. Un cheveu très blanc, très noir et très simple. Donc tu vas devoir te modifier toi pour avoir de eux ce que tu veux. Mais en même temps, tu sais que c'est pas trop normal de faire ça, donc du coup tu veux aussi les faire changer pour dire mais regarde que tel que je suis méritant déjà. Je suis ton fils ou ta fille, ou tu devrais m'aimer en fait. Et tu vas essayer d'une manière ou d'une autre de les faire changer. Et les deux procédés que je viens de te montrer là, bah, clairement, tu es dans le parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qui se passe dans le parcours flamme jumelle? Qu'est-ce que je vois tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans le parcours flamme jumelle? Bon, au début, c'est lune de miel, donc il se passe pas grand-chose, enfin, de négatif, donc tout se passe bien. Mais dès que ça commence à être l'enfer sur Terre, le chaser va essayer d'être le thérapeute, le conseiller du runner pour essayer de le faire changer, le pauvre. C'est l'âme non éveillée, il faut lui ouvrir les yeux, tu vois. Il est au type A, non éveillé, il voit pas, il reconnaît pas le lien, il sait pas le pauvre petit joupinou. Je vais essayer de le faire passer en B, lui faire ouvrir les yeux. Tu vois, je vais t'expliquer des trucs, je vais te montrer des trucs, je vais t'écrire des lettres de 40 pages, je vais te montrer. Je vais essayer de te faire changer, mais ça marche pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, au bout d'un moment, t'arrives dans le parcours flamme et là, t'entends. Mais il faut que tu travailles sur toi, Chaser. Il faut que tu travailles pour passer du 12 au 15. Et quand tu passeras du 12 au 15, Chaser, ta complétude, alors, le runner reviendra. Parce que si le runner, il revient pas, ben, c'est à cause de toi. Hein, c'est toi qui n'as pas fait ton travail sur toi. Si tes parents ils te sourient pas, ils te font la gueule, c'est parce que c'est à cause de toi. T'as pas 15, t'aurais dû avoir 12. Ah bon? Mais du coup, qui c'est qui a décidé ça? Ah ben les parents. Voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que ces deux processus-là, on les a. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va essayer de faire changer le runner. Donc, on va avoir cette mission, ce but, cette quête, tout ce feu intérieur que tu ressens. Et entre autres, je dis bien entre autres parce qu'il y a d'autres paramètres derrière, c'est entre autres ta nitro qui fait qu'en toi, tu sens une puissance aussi intense à vouloir faire changer le runner de A à B, comme tu as essayé de faire changer tes parents de A à B, peu importe la manière que tu as testé à l'époque. Quand ça, tu vois que ça ne fonctionne pas, et ou en même temps, tu vas essayer de te changer toi-même. Donc passer du 12 à 15 pour que tes parents te fassent un bisou et te disent c'est bien, t'as un bon fils, t'as une bonne fille. Ou alors faire ton travail sur toi pour que l'autre, parce que vase communicant, parce que ceci, parce que cela, du coup change. Et donc que toi dans les deux cas, t'aies ce que tu veux. Donc au début, tu essaies de le faire changer lui ou elle ou tes parents pour ensuite avoir ce que tu veux, l'attention, la reconnaissance, l'affection, l'amour de tes parents. Si ça marche pas, tu vas essayer de te changer toi pour essayer de cadrer avec leurs attentes pour obtenir quoi? Leur amour, leur affection, etc. Avec le runner, c'est exactement pareil. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, à ça,
est lié autre chose que j'appelle un besoin de conflit, de tension, de friction. C'est que finalement, tu vois, ça c'est un autre aspect. Quand on va dire t'as 12 et que ton père il te fait la gueule. Si tu veux que ton père ou ta mère te donne de l'affection, il faut que tu aies un 15. Mais du coup, là, bon, comme je l'ai dit avant, tu te changes toi-même, tu travailles sur toi, etc. pour avoir un 15, pour avoir de l'affection. Sauf que tu es dans un espace de tension, de friction, de conflit, donc de combat. C'est pas grave que, par exemple, tes parents te fassent la gueule parce que t'es qu'un 12, t'es pas reconnu que ça, donc ça crée une sorte de mal-être et tout, mais tu vas combattre ce mal-être pour rentrer dans ce processus de changement, soit de les changer eux, soit de te changer toi, soit de faire les deux en même temps. Et donc, tu es dans un espace de conflit intérieur, de tension, de friction que tu vas essayer de soulager au travers de soit l'option 1, soit l'option 2, et si tu as du bol, les deux marchent en même temps. Ce qui est en général pas trop le cas. Mais ça aussi, ça s'inscrit parce que le caméraman de ton inconscient, lui, il enregistre tout ça. Il s'habitue à ça, à ce qui est familier. Écoute bien, c'est hyper important. Ce qui est familier dans les relations affectives, amoureuses, tu vois, un peu genre, c'est d'être dans une arène de conflit, de j'ai pas ce que je veux et donc il faut que je lutte pour avoir ce que je veux. J'ai donc une mission, une quête. Et ça, le problème, c'est quand tu regardes le passé des chasers, c'est pas non commun d'avoir des chasers qui disent ah mais moi avant j'étais dans une relation avec un PN quoi, avant la flamme jumelle, et puis avant un deuxième PN, etc. Et bon, même si tu connais rien au pervers narcissique, tu sais un truc qui est sûr, c'est qu'en général, c'est pas un petit fleuve tranquille la relation. C'est quand même hyper conflictif, hyper tendu, etc. Bref. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'on redéploie ces schémas répétitifs. Et t'en as qui sont, par exemple avec le PN, par exemple, beaucoup plus, on va dire, flagrants que d'autres. Tu vois, c'est hyper tendu, tout le monde le voit, même ta famille et tout, bref, et hein. Puis t'as des relations qui sont beaucoup plus subtiles. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quand je suis face à papa ou maman, qui sont A, je veux les faire changer en B. Je suis dans un besoin de conflit, de tension, de friction. Quand je dis besoin, c'est-à-dire une envie de l'inconscient de revivre un schéma du passé que j'ai appris dans l'enfance. Donc du coup, quand tu rencontres ton honneur, tu te retrouves dans ce même schéma-là. Et à ce moment-là, ton inconscient, c'est pour ça que les gens disent, je comprends pas, j'arrête pas d'attirer ce genre de relation à différents degrés et tout. Bah oui, parce que ton inconscient, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a enregistré. Donc c'est ce qu'il faut revivre. Et donc du coup, voici ce qui se passe. Quand tu rencontres ton runner et que tu as ce grand sentiment d'évidence, de cette mission et tout ça, c'est juste ton inconscient qui dit, putain, ça y est, jackpot, on a enfin ce qu'on veut. Lui, et c'est pour ça que tu te... Tiens, je vais te le lire notamment une capture d'écran pardon, que j'ai pris d'une psychologue américaine qui dit nous choisissons inconsciemment des comportements inconsistants et non prédictibles. Bon, alors je le traduis de l'anglais en français à l'arrache, hein. Parce que nos parents nous ont souvent offert une première danse, un premier exemple en fait avec du chaos, de la confusion ou de la non-disponibilité émotionnelle. Et c'est pourquoi que ces schémas-là nous font ressentir comme à la maison. Enfin ces choix. Sentiment d'évidence. Ah, mais l'autre je le connais. Oui, oui. L'autre tu le connais, ouais. C'est ton inconscient qui dit nous connaissons ce genre de personnes parce que ça comble à X pourcentage tout un tas de schémas qu'on connaît déjà dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu rencontres ce genre de personnes, les premiers trucs que tu vas ressentir, c'est des sentiments positifs. Et c'est pour ça que c'est en train de sortir, notamment aux États-Unis, Canada, parce que ce genre de discours-là, ils sont beaucoup plus, on va dire, ils ont beaucoup moins de peine à en parler, enfin, ils sont beaucoup plus libres au niveau de la parole. Ils te disent, mais quand tu rencontres quelqu'un et que tu as des papillons dans le ventre, c'est pas forcément un green flag, hein, c'est-à-dire un signal, un feu vert, hein, ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, c'est juste ton inconscient qui te dit, bah tiens, là, la personne qui est là, c'est cool, on va revivre des schémas du passé. Et ils disent, comment tu sais si t'as un green flag ou pas? Bah regarde ta relation, elle ressemble à quoi? Bah je comprends pas et tout, chaque fois que je tombe amoureuse d'un mec, j'étais persuadée que c'était le bon mec, puis en fait, au bout de 6 mois, je me rends compte que c'est un pervers narcissique, du coup, je comprends pas. Bah ouais, parce que si tu te fies à tes ressentis pour savoir le chemin que tu dois prendre dans la vie, t'es dans la merde, quoi. Et quand je dis ça, c'est pas une blague, hein, je le fais en mode très cash pour que ça te percute le cerveau, mais les ressentis de ton corps ne sont que des réactions mécaniques et automatiques de ton ego mental, qui te communique son opinion, le contenu de son disque dur en fonction de programmation. Du coup, le problème, il est que
cette programmation, c'est laquelle? Parce que par exemple, quand tu peux regarder une émission de télé qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, pervers narcissique. Tu tapes ça dans YouTube, tu vas notamment avoir cette femme-là qui t'explique qu'il lui a fallu 3 relations avec des PN pour se rendre compte qu'à un moment donné, sa boussole intérieure a été déglinguée, quoi. Parce qu'elle disait, mais justement ça, elle disait, mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'étais persuadé que c'était l'homme de ma vie, tout ça, des papillons dans le ventre, ceci, cela, etc. Et puis, je me rendais compte qu'avec le temps, en fait, la relation était toute pourrie, c'était un PN, quoi. Donc au début, elle disait, mais je comprenais pas comment je peux avoir ces ressentis positifs alors qu'au final, les faits, c'est les faits. Et il y a que ça de vrai. Bah oui, parce que ton inconscient, il dit juste, là, on a une personne qui va devoir faire Bob le constructeur comme un ouf, mais alors puissance 10 000, et ça tombe bien, c'est ce qu'on connaît déjà. Et moi, l'inconscient, mon job, c'est de faire en sorte qu'on répète ce qu'on connaît déjà. Du coup, là, je te dis, vas-y, fonce, ma biche, fonce. Parce que l'inconscient, il n'est pas contre toi. L'inconscient, il a marqué faire Bob le constructeur est égal obtention d'amour. On est reparti, hein, on y va. Et donc, du coup, tu vas flasher, cliquer, t'arrêter, ta curiosité va être piquée, ton intérêt va être piqué par ce genre de gens qui vont pouvoir te faire revivre Bob le constructeur. Mais quand le programme Bob le constructeur, tu l'as dissous, enlevé, déprogrammé de toi, quand tu rencontres cette personne-là, tu les reconnais, tu fais ah bah tiens, ça c'est une personne sur laquelle avant je me serais arrêté. Et là j'en ai rien à foutre en fait, ça m'intéresse pas. Parce que je vois pas d'intérêt en fait. Parce que c'est plus le programme qui pilote tes décisions, c'est toi qui pilote ta barque. Et le programme qui pilote tes décisions, ou toi qui pilote ta barque, en termes de responsabilité, ça n'a absolument rien à voir, hein. Et ça, c'est un problème de base, c'est-à-dire responsabilité, parce que regarde bien, qu'est-ce qu'on disait au tout début de la vidéo? On disait le ressenti de mission du chaser. Et combien de chasers disent ah, c'est la source qui m'a mis ça sur ma route, c'est divin, c'est programmé et tout. Mais dans cette idée-là, qui est très belle parce que spirituelle, parce que c'est comme ça qu'on a envie de le voir, en fait, pareil, quand je creuse, on se rend compte de quoi? Que tout le monde, tôt ou tard, te sort. Oui, bon, en fait, je pense ça parce que ça me permet, dans une certaine mesure, de me déresponsabiliser, tu vois. Ça veut dire que ce que je vis là, je le vis, pas parce que je l'ai vraiment voulu, mais parce que c'est la source qui l'a décidé pour moi. Du coup, moi, je fais ce que je peux, tu comprends, avec ce qu'on m'a mis devant moi. Je dis, ah ouais, c'est vachement pratique, ça. Et en fait, ça permet de faire quoi? Justement, de pas faire tout ce travail, d'aller regarder, du coup, c'est quoi le contenu de mes tiroirs? C'est quoi les lignes de code qui me poussent à faire X, Y? Et ça, je veux pas, parce que si j'ouvre le tiroir et que je regarde, maintenant je sais. Et donc, si je sais ce qu'il y a en moi, va falloir que je fasse un choix conscient, l'éveil de conscience, tu vois, on est encore très très loin de l'éveil spirituel, tu vois. L'éveil de conscience, dire bon, j'ai vu que j'avais cette ligne de code là qui, dès que je rencontre une personne où je peux bien galérer comme un ouf, déployer plein d'efforts pour avoir 3 mètres d'amour, ah putain, je saute dedans, quoi, pieds joints. Du coup, maintenant que je sais, je fais quoi? Ah putain, fait chier, va falloir que je dise non parce que c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, est-ce que je me sens suffisamment fort contre mon mental ego? Non, je me sens plus faible. Du coup, c'est la source qui m'a mis ça sur le chemin, comme ça, c'est pas moi. Comme ça, j'y peux rien. Bingo, tu viens de te déresponsabiliser, tu viens de te retirer une partie de ton pouvoir personnel, tout seul comme un grand, ou comme une grande. Et je terminerai la vidéo avec ça, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire derrière. C'est pourquoi l'EFT n'est pas présent, comme d'ailleurs le livre, Le pouvoir du moment présent, n'est pas présent dans la bulle Flamme Jumelle, en tout cas, pas présent à l'époque où moi je regardais des vidéos, parce que c'est plus de 3 ans et demi, 4 ans que je regarde plus de vidéos. En tout cas, à l'époque, c'était pas le cas, et c'est normal parce que, regarde, encore une fois, je terminerai par ça. Quand j'ai des gens qui viennent en coaching, ils remplissent un fichier de 20 et quelques questions. Une des questions, c'est depuis un mois, quelle technique, outil, méthode avez-vous utilisé donc, pour votre travail sur vous-même? Dans 95% des cas, l'EFT n'est jamais écrit. Dans les 5% de cas qui restent, va y avoir oui, j'ai fait de l'EFT 2-3 fois, puis après, j'ai laissé couler, ou j'en ai fait 1 ou 2 sessions avec un thérapeute, mais il y a le côté, j'ai un peu testé, puis après, pour X raison, ça s'est arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est que j'adore voir ça parce que tout de suite, ça va me permettre d'embrayer sur la non-responsabilité. Donc je vais voir les gens, je leur dis, du coup, tu dis que tu as fait un peu d'EFT et tout, et qu'est-ce qui fait que du coup que tu vas faire telle ou telle technique sur une base régulière, mais par contre l'EFT t'as testé 2-3 fois et puis tu vas vite passer à autre chose. Et après qu'on ait passé les fameux je sais pas, ou je ne comprends pas la question, ou je n'ai pas de réponse à apporter, on arrive à toujours la même réponse qui dit en gros, en fait l'EFT j'ai arrêté de le faire parce que pour le faire il faut qu'en étape 1 en gros consciemment je choisisse
de penser à la situation douloureuse, au trauma, à la croyance négative, etc., sur lequel je vais faire des tapotements, et donc du coup c'est pas agréable. Sauf que le problème il est là. Il est que justement en étape 1, tu vas faire un choix délibéré, donc éveil de conscience, je choisis d'appuyer et de réactiver le trauma X, parce qu'en tapotant, je vais lui permettre de perdre de la puissance. Et en répétant le processus, il va de perdre de plus en plus de puissance, c'est-à-dire le ballon de baudruche, il va se dégonfler de plus en plus, et durant ce processus de dégonflage, on va dire ça comme ça, les pensées, les émotions et les processus de pensée que crée ce programme vont influencer de moins en moins jusqu'à plus du tout. Et donc, quand tu arrives à plus du tout, tu es libre du contrôle et de l'emprise que ce programme avait sur toi. Donc, par exemple, quand tu ressens le fait que c'est guidé par la source, que c'est voulu par la source, qu'il fallait que tu vives ça, que tu es dans une mission, en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que tu ne fais que vivre la vérité d'un programme en toi qui provient de Bob le constructeur à l'époque. Comment on sait que c'est vrai? Une fois que ce programme, tu l'as déprogrammé, t'as plus de pensées ou de ressentis qui te font croire que t'es dans une mission. Tout simplement. Et c'est là que la libération émotionnelle devient hyper intéressante parce que quand tu te ressens dans une mission, peu importe divine ou spirituelle ou la mission de ta vie, peu importe comment tu le nommes, oui, le ressenti, il est réel. Donc, en fait, ce que tu ressens, c'est réel. Mais est-ce que tu vis la réalité d'une vérité absolue ou la vérité d'un programme de l'ego mental? Il n'y a que la libération émotionnelle qui va te permettre de le voir ça. Donc je vais m'arrêter là dans la vidéo parce qu'en fait il y a, il y a le voisin qui tape sur les mains, je sais pas ce qu'il fout. Donc ça va être un peu chiant à écouter la vidéo. Donc je vais faire d'autres vidéos après. Mais pour résumer, le ressenti de mission qui est une des sources de motivation en fait, et on le voit par l'expérimentation de tous les chasers qui vont passer par la libération émotionnelle, en fait ce n'est que le résultat d'un programme de l'ego mental dont tu peux et dont tu es en capacité de pouvoir te libérer, comme d'ailleurs beaucoup des choses qui sont mises en jeu dans le parcours, donc dit Flamme Jumelle. Je te souhaite une belle journée et n'hésite pas à passer sur mon blog si tu veux lire notamment l'article La réponse traumatique.